Donc, c'est le dernier cours de cette chaire, de cette série de cours. Et juste pour faire un bilan global rapide, c'est qu'on a fait, finalement, ce que j'ai fait dans les 6 premiers cours, c'est plutôt un tour d'horizon des aspects très fondamentaux de la nanofluidique et du transport aux nano-échelles. Et j'ai essayé de vous montrer que c'était un domaine où il y avait énormément de choses à faire du point de vue scientifique. On pouvait faire la belle science qui relie, qui va de la physique statistique à l'hydrodynamique, voire même des aspects quantiques. Et les 2 derniers cours que j'ai traités, c'était plus sur les aspects innovation, parce que c'est la chaire innovation technologique. Et dans ces 2 derniers cours, je vais surtout vous parler de ce que j'appelle, ce qui est appelé usuellement le nexus eau-énergie, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut beaucoup d'eau pour l'énergie et beaucoup d'énergie pour l'eau. La semaine dernière, on a beaucoup parlé d'aspects d'innovation pour l'eau et voir comment les matériaux 2D, les effets nanofluidiques permettaient de proposer des nouvelles solutions pour le dessalement, la filtration. Aujourd'hui, on va parler d'énergie. Et en fait, cette énergie osmotique, c'est un domaine sur lequel on est tombé un peu par hasard, notamment avec Alessandro, il y a une dizaine d'années. Et c'est un fil qui s'est tiré, qui nous a fait rencontrer des personnes assez exceptionnelles, donc Bruno Mottet qui est là, et Pascal Le Milinaire, Nicolas Euzet, et qui, justement, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui 2023, s'est déroulé tout un tas d'étapes qui ont permis d'aboutir à essayer de développer vraiment à l'échelle industrielle cet aspect d'énergie osmotique dont je vais vous parler. Donc aujourd'hui, ça va être un cours un peu spécial de cette façon, puisque moi, je vais vous parler de l'aspect plus fondamental de l'énergie osmotique, la définir, et qu'est-ce que le transport nanofluidique aux nano-échelles peut apporter de différent, c'est quoi les voies qu'il ouvre. Et au cours du séminaire qui va suivre, donc Bruno Mottet va vous raconter l'expérience d'entrepreneurs et comment on sort justement ces innovations du laboratoire pour les amener et faire venir des industriels, etc. Et donc c'est un peu un duo de claquettes qu'on va faire tous les deux, et c'est ce que j'aime bien ici. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une sorte d'exemple du comment on arrive à transférer la science fondamentale jusqu'à l'innovation. Alors, sur les énergies, l'eau, l'énergie, il y a énormément de choses qui sont dites. Et j'aime bien cette phrase de Stevenson qui dit que tôt ou tard, tout le monde s'assoit au banquet des conséquences. Sur l'eau et l'énergie, c'est explicitement le cas. C'est-à-dire on est dans une situation extrêmement difficile qui est la conséquence de comportements depuis des dizaines d'années. C'est aussi, d'une autre façon, pour dire que le banquet des conséquences, c'est parce qu'il manque peut-être d'implication dans la science et de soutien à la science pour aller chercher des solutions innovantes. Et alors, justement, avant de commencer à vous parler d'énergie osmotique, je vais vous parler d'énergie au sens large. Et j'ai répété plusieurs fois, je pense dans la leçon et dans les cours, que de mon point de vue, il n'y a pas de panacée. Et il n'y a pas de solution miracle pour l'énergie. Et l'énergie osmotique dont je vais vous parler, ce n'est pas une solution miracle. Par contre, il y a des moyens de proposer des solutions qui vont permettre de soulager les contraintes dans la transition. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et le deuxième point sur l'énergie, et c'est la même chose pour l'eau, c'est les volumes qu'on doit considérer. Et donc ça, on va le rediscuter plusieurs fois. C'est-à-dire que, et c'est ça toute la difficulté, c'est comment sortir les innovations des laboratoires pour en faire des quantités d'énergie ou des quantités mais qui répondent aux besoins du monde, qui sont des besoins astronomiques. Et donc là, je vais faire juste quelques slides sur l'énergie au sens large. Et donc si vous allez regarder dans n'importe quelle base de données, alors le problème sur l'énergie, c'est la même chose sur l'eau, les bases de données, vous en avez mais des dizaines et des dizaines. Il y a des rapports RTE qui sont très bien faits, les rapports de la British Petroleum qui est aussi très bien fait, qui est annuel. Typiquement, ça, j'ai mis juste par exemple la production d'électricité dans le monde en 2019. Donc vous voyez, l'unité, c'est le térawattheure. Le térawattheure, c'est une unité qui n'est pas du système international, mais c'est une unité EDF, on va dire. Donc 1 wattheure, c'est l'énergie associée à 1 watt pendant 1 heure, c'est-à-dire 3600 joules. 1 térawattheure, c'est 10 puissance 12 Watt-heure.
Donc l'énergie, l'unité d'énergie, c'est le joule dans le système international, mais on préfère parler en water parce que 1 kW, c'est 1 kWh, c'est l'énergie qu'il faut pour allumer un chauffage de 1000 watts pendant 1 heure. Voilà. Et donc ce qu'on voit tout de suite dans les bilans d'énergie, c'est que, ou l'électricité, c'est que essentiellement on est quand même très carboné. Enfin, donc la dépendance aux énergies carbonées est absolument gigantesque. La production d'énergie aussi, c'est, vous voyez, la consommation totale d'énergie dans le monde, c'est 165 000 TWh, c'est des chiffres faramineux. La production d'électricité, c'est un dixième de ça, en fait. Alors ensuite, évidemment, il y a la question de consommation. Et alors la consommation, bon, ça c'est ce que j'ai trouvé dans le BP Statistical Review. Vous voyez que la France, on n'est pas si mal, en tout cas par rapport au Qatar. Et aux États-Unis, on consomme de l'ordre de... Alors, c'est des unités en joules qui ne veulent pas dire grand-chose, mais finalement, je vais revenir là-dessus, c'est que ce qui est toujours plus parlant, c'est de savoir combien de kilowattheures on consomme par personne, par jour, chacun d'entre nous. La France, c'est de l'ordre de 110 dans ces eaux-là. Et une nouvelle fois, ça c'est beaucoup de chiffres, et en général, on ne sait pas trop quoi faire des chiffres, on ne sait pas la valeur que ça a. Donc ça, pour vous donner une idée un peu plus précise de ce que ça veut dire ce chiffre, il y a un petit film qui est intéressant, qui est le combat d'un homme avec un toaster. Et donc je vais passer peut-être un peu le détail, mais en gros l'idée c'est combien d'énergie il faut pour faire griller une tartine. Et la façon dont ils ont abordé ça, c'est de faire venir un sportif de très haut niveau. Donc vous allez voir dans un instant si ça fonctionne. Ah oui, voilà, on le voit. On le voit parce que je ne le vois pas sur l'ordinateur. Et donc vous voyez quand même quelqu'un qui est surpuissant et on va voir de facto l'énergie qu'il faut pour griller sa tartine. Alors, bon, je vais laisser tourner un peu, ça dure 1 minute, c'est un peu long le début, évidemment, c'est cinématographié. Mais je veux juste que vous voyez la souffrance associée au fait de griller une tartine. Donc ça dure 1 minute, et je pense que cette minute, elle est intéressante. Alors déjà, vous voyez, il produit 700 watts. Si vous n'avez jamais fait du vélo, c'est surhumain. Je crois que dans les grandes heures de Pantani, il est monté l'Alpe d'Huez à 450 watts, je crois. Bon, c'était une demi-heure, mais ça vous dit à peu près les chiffres. Donc déjà, c'est impressionnant qu'il va tenir 1 minute à 700 watts. Donc battement de cœur à 180, on va dire. Et alors, évidemment, ça devient de plus en plus dur parce que je pense qu'ils font une rampe, en fait, pour augmenter, pour maintenir la puissance à 700 watts alors que ses performances baissent. Bon, bref, je vais juste arriver jusqu'au moment où il va lâcher, ça va être là. Voilà, paf, il lâche. Donc il a tenu 1 minute pour faire griller une tartine, donc je vous passe les détails, vous irez voir sur YouTube. Mais ce qu'il a produit en énergie, c'est 0,021 kWh. Donc 0,021 kWh, c'est 700 watts pendant 1 minute. En fait, c'est multiplié par 2 parce qu'il y a probablement beaucoup de dissipation. Ça vous dit en gros le chiffre, c'est-à-dire 1 kWh, c'est absolument pas anodin. Si 113 kW par jour, c'est vous prenez 7 Robert comme ça à temps plein. Donc ça s'appelle l'esclavage, en fait. Et donc voilà, c'est juste pour dire que l'énergie, c'est un sujet qui est intéressant, mais il ne faut pas l'aborder, on est obligé de l'aborder, l'embrasser tout de suite, les quantités d'énergie associées. Alors pour ça, il y a un ouvrage que je vous conseille tous, qui commence un peu à dater, parce que malheureusement l'auteur est décédé, et qui est un livre, de mon point de vue, indispensable quand on discute d'énergie, parce que c'est David McKay qui était prof de physique à l'université de Cambridge, et qui, justement, on avait assez de l'irrationalité autour de l'énergie. Et en fait, il a écrit tout un livre où il a fait un bilan comptable de combien on consomme par personne par jour, donc ce fameux kilowattheure par jour par personne, et quelles sont les ressources qui sont disponibles.
Et sachant les ressources actuelles, c'est beaucoup, évidemment, on va le voir tout de suite, les ressources carbonées, mais dans un futur où on remplace tout ça par de l'éolien, de l'hydro, enfin, de pouvoir faire des scénarios. Et ce livre, donc maintenant il date un peu, il date de 2008, est vraiment extraordinaire de ce point de vue, parce qu'il vous donne vraiment les chiffres, et ce qu'il faut dans un scénario, c'est avoir un scénario crédible. Et donc, on a refait ça alors avec ma fille, Joséphine Bocquet, on a refait ça sur la France, on s'est amusé à faire des bilans à partir des bases de données, enfin il y a beaucoup de chiffres qui traînent partout, donc on peut facilement trouver ça, on avait été récupérer la base de données de l'IEA. Mais bon, voilà, après, là j'ai pas mis la consommation, enfin, quelles sont les dépenses énergétiques, mais il y a un autre pendant du bilan comptable. Mais là, j'ai mis les sources, en fait, surtout pour vous montrer que dans les sources, la partie carbonée qui représente 55 kWh par jour par personne. Ça veut dire que si vous voulez décarboner complètement, il faut remplacer la moitié de la consommation. En énergie primaire d'ailleurs. Je reviendrai après tout à l'heure sur l'énergie primaire et secondaire. Et donc, ce qu'on entend beaucoup, c'est des panacées. Il n'y a qu'à Faucon, il suffit de faire ça. Voilà. Donc, je donne juste 2 exemples pour dire que ça ne peut pas fonctionner. En voiture électrique, donc première annonce, Nicolas Hulot qui dit qu'il faut remplacer toutes les voitures par les voitures électriques. Là, maintenant, il y a un vote historique sur le moteur à explosion sur lequel les Allemands sont un peu revenus. Mais faisons une estimation. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de plus de choses que la règle de 3. Donc c'est vraiment niveau école primaire. Et donc, en France, il y a 38 millions de voitures, et chaque voiture fait en moyenne 50 km par jour. Donc, comme ça, vous savez exactement la consommation. Il se trouve que la consommation d'un moteur électrique, type Tesla, c'est extrêmement efficace. Beaucoup plus efficace que les moteurs thermiques. Un moteur thermique, essentiellement, ça fait bouger de l'huile, et donc il y a des pertes d'énergie considérables. Et donc, si vous dites, je remplace, donc en gros, on importe, vous allez voir dans un instant, 50 millions de tonnes de pétrole par an. Si vous remplacez complètement ça par toutes les voitures électriques, ce qui est l'objectif, il faut cette énergie, en fait. Je multiplie ça, par combien d'énergie par 100 km, ça fait 12 gigawatts. Donc 12 gigawatts, c'est 12 réacteurs nucléaires en plus. En plus, parce que vous ne l'avez pas pour l'instant. Et donc, évidemment, je ne compte pas du tout ça, le coût de production, etc., enfin, sur l'ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc ça, c'est 12 réacteurs nucléaires en supplémentaire ou 25 000 éoliennes à 2 MW, c'est-à-dire des bonnes éoliennes déjà, ce qui est à peu près la surface de la Corse. Donc je vous laisse discuter avec les Corses, si on peut leur mettre ici. Ensuite, une autre panacée, c'est souvent on entend parler des biocarburants. Et oui, il suffit de faire de l'essence, pas synthétique, mais de l'essence de biofuel. En fait, donc c'est là où vous voyez les 50 millions de mètres cubes par an qui sont importés sur le pétrole, qui servent essentiellement au transport. En fait, une culture, c'est 1 mètre cube par hectare. C'est extrêmement faible. Si vous multipliez les 50 millions de mètres cubes dont vous avez besoin pour faire tourner vos moteurs par 1000 litres par hectare, il faut 640 000 km² de culture. Donc, une nouvelle fois, je ne dis pas que mon but, ce n'est pas du tout de dénigrer le fait de faire des moteurs électriques, au contraire, je suis extrêmement pour, ou de dénigrer le biofuel, mais il faut mettre ces chiffres en tête. Et notamment, si vous voulez décider, et là, c'est plus un appel aux gens qui ne sont pas là, c'est-à-dire souvent les politiques, etc., c'est que si vous voulez décider en pleine conscience, il faut avoir ces chiffres en tête. Et vous voyez, ce n'est pas la physique, c'est pas la rocket science, comme disent les Américains, c'est la physique de la règle de 3. Donc, les conclusions, c'est qu'il n'y a pas de panacée, il faut trouver des nouveaux atouts, et notamment pour cette transition qu'il va falloir faire. Et de mon point de vue, on n'a pas le luxe de pouvoir dénigrer ou de se priver de solutions innovantes, en tout cas Et donc, toute cette introduction pour arriver au vrai sujet qui m'intéresse, c'est l'énergie osmotique. Et donc, comme je l'ai déjà pointé dans les cours précédents, notamment le cours sur l'osmose, l'énergie osmotique, c'est le fait de convertir l'entropie en énergie électrique. Et ce qui est le point extrêmement délicat, on l'a déjà vu la semaine dernière, c'est que pour moi, c'est vraiment un gap qui est tueur de technologie. Parce qu'on va discuter beaucoup de membranes, vous allez voir dans un instant, beaucoup de systèmes nanométriques, etc. Donc on va faire beaucoup de sciences aux nano-échelles, et en même temps, comme la semaine dernière je vous ai montré les usines de dessalement d'Ashkelon en Israël, c'est une usine osmotique, ça ressemble à ça en fait.
Donc vous avez ce même gap, c'est une sorte de 2 infinis, c'est-à-dire à la fois vous devez faire de la physique à l'échelle nanométrique, mais vous devez généraliser ça à des échelles absolument extraordinaires. Et ça, les industriels savent le faire, ça, les scientifiques savent faire, mais il n'y a pas de discussion entre les deux. Et donc, c'est pour moi, de ce point de vue, c'est vraiment tueur de technologie, parce que n'importe quelle technologie qui va émerger sera tuée dès le départ par les industriels qui vont dire que ce n'est pas scalable, etc. Donc, c'est ce point de vue, et c'est là où tout l'enjeu de la discussion aujourd'hui, avec le séminaire de Bruno, c'est de dire la courroie de transmission au milieu, c'est la start-up, en fait. Et donc là, je vais revenir aux choses de physique. Donc moi, ici, ma partie, ce sera surtout vous montrer le background, plus fondamental de ces aspects. Donc l'entropie, ce que je vous ai indiqué la dernière fois, c'est que vraiment, l'idée, c'est qu'on a un système où on mélange de l'eau salée, où la salinité de l'eau, c'est 30 grammes par litre, par exemple pour la mer, avec de l'eau de rivière, donc là c'est beaucoup plus faible. Et le fait qu'on ait le sel, on a une entropie de mélange, et donc ce delta G que j'ai réécrit là, mais que j'ai décrit explicitement, là il y a 2 cours de ça. Donc c'est juste l'entropie de mélange, le fait de mélanger des boules rouges et des boules noires, comme je le montre sur ce schéma. Et ce qu'on a discuté déjà, c'est que pour 30 grammes versus beaucoup moins du gramme pour l'eau de rivière, on arrive à peu près à une énergie de l'ordre de justement 1 kWh par mètre cube. Donc 1 kWh par mètre cube, à la fois c'est très faible par rapport au pétrole, évidemment, qui est une énergie ultra dense, mais ce n'est pas non plus négligeable. Vous avez vu, en termes de Robert, ça fait quand même beaucoup de Robert. Et notamment, une autre façon de voir, c'est que par exemple, si vous prenez l'Amazone, comme j'ai déjà montré il y a 2 cours, l'Amazone, flux de 200 000 m3 par seconde, vous multipliez delta G par Q, vous avez de l'ordre de 1 terawatt, un peu moins d'1 terawatt. Ça veut dire que la puissance dissipée par l'Amazone lorsque la partie non salée arrive dans la partie salée est gigantesque. C'est gigantesque, ça serait l'équivalent, 1 terawatt, c'est à peu près aussi l'équivalent de l'énergie solaire reçue par un carré de 100 km par 100 km. C'est pas non plus, on est dans ces mêmes ordres de grandeur en fait. Donc c'est normal qu'on ait des énergies considérables. Donc l'énergie osmotique, c'est l'idée d'aller chercher une partie de cette énergie-là. Donc évidemment, je ne dis surtout pas qu'on va aller récupérer 1 terawatt de l'Amazone, mais si on en récupère une petite partie, ça serait déjà pas mal. Et les estimations que d'ailleurs Switch a pu reconfirmer, c'est que le potentiel mondial est de l'ordre entre 1 et 2 terawatts disponibles mondial. Donc là, quand je parle 1-2 terawatts, c'est 2 puissance 12 watts, je parle en puissance. C'est-à-dire quelle est la puissance. Et un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt à peu près. Donc ça fait, c'est ce que je dis, de l'ordre de 1000 à 2000 réacteurs nucléaires de 1 gigawatt. Et ça, c'est un peu le point de départ, c'est-à-dire que cette énergie-là, c'est tout sauf anecdotique. Et donc tout à l'heure, le but des premiers slides, c'était de vous montrer que l'énergie, il faut l'embrasser directement à l'échelle mondiale, et ça, à l'échelle mondiale, c'est absolument pas une source d'énergie anecdotique. Donc voilà, l'énorme problème, c'est comment la récolter. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une sorte de rêve comme ça qui a été lancé il y a assez longtemps, parce que le premier papier qui en parle, c'est Patel dans les années 50, qui avait pointé dans un article dans Nature qu'effectivement, on pouvait aller récupérer cette énergie. Il y avait un autre article 20 ans plus tard dans Science. Les premières expériences qui ont vraiment été faites, c'est en Israël, en tout cas c'est Sidney Lubb, qui d'ailleurs s'était posé la question d'utiliser la mer morte comme source de salinité. Et c'est des expériences de PRO, vous allez voir, je vais redéfinir ça. Et voilà, donc vous voyez, il y a une série d'expériences comme ça, donc c'est à peu près une cinquantaine d'années vraiment, où à partir du moment où ça commence à être efficace. Donc sur les voies, donc je vais rentrer un peu plus dans le détail, sur la façon traditionnelle d'aller récupérer cette énergie. Donc la façon traditionnelle, il y a 2 voies. Il y a ce qu'on appelle la pressure retarded osmosis, et l'électrodialyse inverse, RED. Donc ça, je vais vous décrire explicitement ce que c'est en détail. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la PRO, c'est un peu l'inverse du dessalement, c'est l'inverse de l'osmose inverse.
Et donc l'eau va bouger à travers les membranes, et tandis qu'en électrodialyse, on va plutôt séparer les ions. Donc d'un côté, il y a l'eau qui bouge, et de l'autre côté, il y a les ions qui bougent. Alors, je ne vais pas parler, parce que je n'ai pas le temps, d'alternatives. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de tentatives, un peu dans tous les sens, autour de ces sujets. Et ça, c'est une alternative que je trouve très chouette, qui s'appelle le CapMix, qui a été introduite par Brogioli il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et qui utilise des effets de condensateur assez amusants. Et je n'ai pas le temps d'en parler. Et en fait, les puissances qu'on peut extraire restent trop faibles, c'est-à-dire que c'est difficilement scalable. Donc, le cœur de tout ça, et ça, vous verrez, c'est un point clé, c'est la membrane. Dans la technologie PRO, les membranes utilisées, c'est les membranes de dessalement, typiquement. Dans la technologie RAID, les membranes utilisées, c'est ce qu'on appelle les membranes AEM, CEM, c'est les membranes anions et cations sélectives. Anions et cations sélectives, par exemple, le Nafion, c'est une membrane CEM. Donc c'est produit en très grande quantité, c'est des membranes qu'on peut acheter sur Internet, si vous voulez. C'est essentiellement des membranes polymères, et vous verrez, il y a des questions de performance, mais aussi des questions de coût de ces membranes, parce que les polymères, il faut en faire des millions de mètres carrés. Alors, pour entrer plus dans le détail, la technologie pro, l'idée de base, c'est très simple. Et c'était déjà dans les premiers papiers de Sidney Lubb. L'idée, c'est que si je vous ai dit que par osmose, donc si vous voulez dessaler, vous devez appuyer ici pour pousser l'eau, pour que l'eau aille dans ce sens-là. Donc ça, c'est l'osmose inverse. L'osmose directe, qui est drivée par la pression osmotique, qui est kT delta C, ça va faire que si vous laissez faire, l'eau va traverser pour aller diluer le côté salé. Si elle traverse, naïvement, ça va créer un flux d'eau. Et donc, vous avez un flux d'eau, et ce flux d'eau, il peut faire tourner une turbine. Donc, c'est très basique. C'est vraiment un petit peu comme je l'ai défini. Bon, une turbine, ça fonctionne très bien, et donc c'est assez efficace comme transformateur mouvement électricité. Donc, pourquoi pas. Alors, ce qui est intéressant de ça, si on met les chiffres, c'est que ce que je vous ai montré, c'est que pour eau de mer, eau de rivière, ça, c'est une pression très grande. C'est de l'ordre de 30 bars, et 30 bars, je vous ai dit, c'est à peu près la profondeur où c'est un barrage de 300 mètres de haut. Donc, on pourrait se dire, tiens, on fait une sorte d'une usine hydroélectrique via l'osmose. L'énorme difficulté, c'est que pour avoir l'osmose, dans cette vision standard, il faut que l'eau passe, mais que le sel ne passe pas. Et ça veut dire que ces membranes polymères, ces membranes d'osmose inverse, et donc on en a pas mal discuté la semaine dernière, c'est par exemple les membranes Lubb ou les membranes thin film composite, c'est des membranes, donc je vous ai dit, il y a une zone qui est ultra sélective avec une porosité qui est de l'ordre, qui est en tout cas inférieure à 7 angstroms. Et une porosité inférieure à 7 angstroms, évidemment, la perméabilité, combien d'eau traverse, c'est extrêmement faible. Et la perméabilité, et là j'ai pris des valeurs très optimistes en fait, c'est quelques litres par mètre carré, par heure. Donc là j'ai mis par mégapascal, donc c'est 10 bars, mais bon, là je vais remettre par bar. Donc là j'ai pris des valeurs assez optimistes, de 20 à 30 litres, mais en fait souvent c'est plutôt plus petit. Et donc, vous voyez, c'est tout le dilemme, c'est qu'on a une énorme pression, mais cette pression, elle ne s'exprime que si j'ai une très forte sélectivité, et cette sélectivité induit une perméabilité faible. Et vous vous souvenez, dans ce diagramme que j'avais tracé de compromis sélectivité-perméabilité, on est coincé parce qu'on aimerait bien être là, ça c'est ce qu'on a discuté plusieurs cours, et en fait, on est soit là, soit on est là. Donc là, sélectivité, j'ai une très bonne pression osmotique, perméabilité nulle. Là, j'ai pas de sélectivité, donc une pression osmotique nulle, mais une grande perméabilité. Donc on a des difficultés liées à ça. En tout cas, si je mets les chiffres, la puissance associée, c'est en gros, ici, du point de vue thermo, la puissance, c'est juste PV. C'est le terme de thermodynamique PV fois la dérivée du temps. Et donc ça, la pression, donc ça, ici, ça va être delta pi, et le flux,
c'est LH delta pi. Je dis en gros, parce qu'après, il y a des préfacteurs, mais je m'en fiche un peu. Donc en gros, l'énergie que vous pouvez espérer, c'est LH delta pi carré. Et si vous mettez ces chiffres, je ne vais pas le faire ici, là j'ai mis 5 à 6 watts par mètre carré de membrane. Et une nouvelle fois, ça c'est assez optimiste en fait. Et en fait, ça a été développé à échelle assez grande par l'entreprise Statkraft, qui est l'équivalent d'EDF pour la Norvège, et qui a utilisé justement des membranes, d'une part des membranes commerciales de dessalement, et qui a atteint des puissances. Alors en plus, si vous regardez bien, les concentrations en sel sont très, très élevées. En fait, ici, ils ont un peu dopé leur système, et malgré cette concentration en sel élevée, ils avaient des puissances de l'ordre de quelques watts par mètre carré, voire même moins. Ça veut dire que dans la condition réelle, ils auraient moins de 1 watt par mètre carré. Et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des dissipations supplémentaires. Il faut nettoyer l'eau. C'est-à-dire que sur une membrane de dessalement, vous ne mettez pas de l'eau de la mer directement. Il faut enlever les bactéries, les grosses particules, etc. Et donc ça coûte. Il y a des pompes aussi. Et alors, il y a ce chiffre sur lequel je reviendrai, et j'en ai parlé dans la leçon inaugurale, que l'usage commercial veut que c'est rentable si on arrive à dépasser 5 watts par mètre carré. Et ce 5 watts, j'y reviendrai, c'est un chiffre qui est très fragile et à relativiser. Mais en tout cas, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que cette PRO, pour moi, elle était sans espoir, mais finalement, si vous allez regarder les performances des membranes dans les matériaux bidimensionnels qui viennent d'émerger, notamment les graphène oxyde et puis les MOS2, etc., on trouve des perméabilités qui sont très grandes, en fait, sur ces matériaux. Beaucoup plus grandes que celles qu'on a dans les membranes polymères. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudrait revisiter, en fait, ces technologies avec les nouveaux matériaux. La deuxième technologie, c'est la technologie RAID. Donc le RAID, vous allez voir, ça se présente sous forme d'un stack, et je vais décrire. Et en gros, la géométrie de base, c'est on met de l'eau salée ici, et de l'eau ici de rivière. J'ai dit rivière, mais c'est de l'eau sans sel. Et en fait, on a deux membranes, une membrane cation sélective et une membrane anion sélective. Ça veut dire que le plus peut passer là, le moins peut passer là, mais pas l'inverse. Par contre, le moins ici est repoussé du côté des cations. Alors, ça, avant de rentrer dans le détail, ça, par exemple, c'était développé depuis quelques années en Hollande. C'est l'entreprise qui s'appelle RedStack, sur un endroit que je vous laisse prononcer, parce que je n'y arrive pas, Afsluitdijk, je pense. Et c'est intéressant parce que la Hollande a des polders, donc ils ont des contrastes eau-salée, eau de mer, eau non salée, et donc a priori, ils ont vraiment ces réserves immédiates. Donc c'est un projet qui est toujours en cours, mais qui a été énormément développé et qui utilise ces technologies RED. Alors, dans le détail, on comprend assez bien la techno. Et l'idée, là, c'est que le moteur, c'est le gradient potentiel chimique. En gros, vous comprenez que si j'ai beaucoup de sel et peu de sel ici, par courant de diffusion de la loi de Fick, on a un gradient de soluté en sel, on a forcément un flux de sel qui va aller là comme ça. Ensuite, la RAID, c'est justement de dire que j'ai beaucoup de sel ici, j'en ai pas ou très peu ici, le sel va vouloir aller sur les côtés, naturellement. Simplement, on empêche les plus d'aller là et les moins d'aller là. Et donc là, c'est ce que j'ai tracé ici, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends la moitié de la cellule, par exemple une membrane CEM, donc les plus passent, les moins aimeraient passer, mais ils ne peuvent pas. Et ça, ils ne peuvent pas parce que, par exemple, la membrane de Nafion est recouverte de charges de surface négative. Et donc, on a une séparation des ions. Et donc, si on a une séparation des ions, on a le nombre d'ions qui traversent par unité de temps fois une certaine vitesse, moins la même chose pour les ions. On a une différence entre les deux, et donc on a un courant électrique. Et donc, si on a un courant électrique, on génère directement un courant ionique dans le système. Alors, si on veut aller un peu plus loin, et vous allez voir, un peu plus loin, ça donne en gros ce à quoi pour essayer d'avoir une estimation de la puissance qu'on peut générer. Aller plus loin, c'est dire, par exemple,
dans la membrane, je ne sais pas trop ce qu'elle dit, mais j'ai des coefficients de diffusion des plus et des moins. Donc ça, c'est un peu le modèle solute diffusion que j'ai décrit la semaine dernière, qui est le modèle le plus basique qu'on puisse imaginer. Et donc je mets une certaine surface, une certaine épaisseur de la membrane, le coefficient de diffusion et la variation de concentration en sel. Et la même chose pour les ions moins, delta CS. Et donc le courant électrique, c'est la charge fois J plus moins J moins. Et donc ça va faire, ça va être en gros proportionnel à D plus moins D moins fois le delta CS, avec des préfacteurs géométriques, si c'est ce que vous voulez. Et en même temps, la conductance, elle vous dit c'est quoi la mobilité, c'est quoi le nombre de charges. La conductance est toujours proportionnelle au nombre de charges, de transporteurs de charges qui sont à l'intérieur. Donc finalement, ça va être fois les mobilités correspondantes. Donc c'est la concentration en sel, et j'ai mu plus mu moins, où mu c'est la mobilité. Et la mobilité, c'est le coefficient de diffusion sur kT, par la loi d'Einstein. Et donc, au travers d'une membrane, si je laisse le système évoluer et je mets par exemple, je ne mets pas d'électrode, c'est-à-dire j'ai une membrane comme ça, j'ai un flux J+, j'ai un flux J-, mais qui peut être inférieur au J+, voire même nul. Et si je mesure la différence de voltage qu'il y a au travers de la membrane, ça va être lié au fait que le courant que je produis ici, par le gradient de salinité, va être compensé par la conductance fois le voltage. Et donc on a un voltage qu'on appelle OCV, c'est Open Circuit Voltage, qui est kT sur E, si vous mettez tous les noms, mais ça c'est normal, c'est la seule unité qui reste, ça c'est 25 millivolts. Et après, c'est la sélectivité qui va compter. C'est comment on sépare les plus et les moins. Et ensuite, ce qui reste, si j'ai delta C sur C, eh ben, j'ai un delta de log de C. Et donc, cette OCV, donc Open Circuit Voltage, c'est la sélectivité de la membrane fois le gradient du log de la concentration, qui ressemble en fait au potentiel de Nernst, mais ce n'est pas un potentiel de Nernst. Donc évidemment, j'ai été très rapidement, il faudrait prendre tous les détails de la dynamique à l'intérieur de la membrane, etc. Mais ça vous dit en gros ce qui va se passer. Et donc, une fois qu'on a ça, on a le Open Circuit Voltage, c'est facile de se dire, si maintenant je fais débiter ce système, c'est-à-dire que je récupère le courant, juste par dimensionnement, on a une puissance électrique où j'ai un voltage qui est l'OCV et une résistance de la membrane, la puissance max que je vais avoir, c'est en gros c'est ça. C'est U égale RI et P est égal à U fois I. Enfin, c'est vraiment le niveau lycée. Et donc, cette puissance-là, alors il y a un préfacteur 1 quart qui traîne, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si vous mettez des valeurs typiques, l'OCV, c'est typiquement de l'ordre de 100 à... Alors pour des très bonnes membranes de 100 millivolts, mais voilà, ça c'est des chiffres qu'on peut atteindre. Ensuite, si vous prenez les résistances de membrane, alors typiquement c'est de l'ordre de ohms centimètre carré, ça c'est assez optimiste, on va dire. Et Bruno reviendra là-dessus, je pense. Mais voilà, c'est une résistance de membrane qu'on peut atteindre, et j'ai plein de data là-dessus. Donc on pourrait se dire, ok, si j'ai 100 millivolts, 1 ohm centimètre carré, donc 10 puissance 4 ohm mètre carré. Et donc ça fait de l'ordre de, si vous mettez les chiffres, 20 watts par mètre carré de membrane. 20 watts par mètre carré de membrane, c'est énorme. Donc vous voyez, cette méthode de RAID, de séparation des ions, est beaucoup plus efficace sur le papier que la méthode de PRO, qui est la méthode plus mécanique. Alors, la réalité, c'est que c'est beaucoup moins efficace en pratique. Et
Donc ça, par exemple, j'ai repris, voilà, il y a pas mal d'articles là-dessus. Verman, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, je pense je me demande même s'il n'a pas travaillé chez Redstack. Et là, par exemple, il avait mis les chiffres en fonction des années. C'est depuis Pattle, les toutes premières mesures de 54-55, jusque là, les mesures là, ici en 2008. Vous voyez, on est passé de 5, 10 moins 2 watts à en gros 1 watt par mètre carré. Et ça, c'est... Et donc, au lieu de ça, on a plutôt 1 watt par mètre carré en pratique. Alors, une des raisons, mais vous verrez après sur la partie un peu plus tard que c'est absolument crucial. Une des raisons, c'est que, en fait, ce qu'on oublie complètement là-dedans, c'est que là, j'ai pris juste la membrane et j'ai fait semblant que je pouvais récupérer tout le courant qui était généré. En pratique, la membrane, elle trempe à minima, et donc il y a pas mal d'autres sources de dissipation, mais il y a des sources de dissipation qui viennent du fait que la concentration ici, par exemple, si on a de l'eau de mer, c'est 0,6 molaire. Si on a de l'eau de rivière, c'est 10 moins 3 molaire, on va dire, à la louche. En fait, la concentration ici est faible. Donc si la concentration est faible, ça veut dire que la résistance électrique du réservoir est grande. Et donc en fait, dans votre circuit, ce n'est pas juste une membrane avec une résistance, un courant osmotique sur lequel que vous allez récupérer directement l'énergie, mais vous avez d'autres résistances qui sont des résistances du réservoir et bien d'autres résistances sur lesquelles on reviendra plus tard. Et donc en fait, toute la puissance est tuée par ces réservoirs. Et les résultats très pauvres, c'est souvent lié, et ça vous pouvez mettre les chiffres en fait, c'est assez facile, il suffit on a l'épaisseur du réservoir, la conductivité, et vous mettez ça, vous allez voir que la performance se casse la figure en général. Donc, vous allez voir après dans le séminaire de Bruno que toute la question, souvent, développer des solutions à grande échelle, c'est aller chasser les résistances en fait. Alors en tout cas, les difficultés, c'est que à la fois ce qui est très optimiste, ce qui est très intéressant, c'est que les technologies fonctionnent. Parce qu'on peut tirer finalement de l'énergie, du watt par mètre carré. Donc on peut vite arriver à des puissances quand même assez élevées. Mais en termes de... Mais souvent c'est jugé pas assez efficace, et une nouvelle fois je vais y revenir dans une seconde. C'est plutôt de l'ordre du watt par mètre carré, et il y a ce chiffre qui traîne des 5 watts par mètre carré. Et l'origine de ça, c'est les membranes finalement. C'est que là je vous ai pris des caractéristiques associées aux membranes commerciales. C'est ça c'est sur ces membranes-là que ces premières expériences ont été faites, à la fois pour la PRO et la RED, parce que une nouvelle fois, la PRO, on utilise des membranes de dessalement, ce qu'on sait faire, puisqu'il faut aller à des 50-70 bars, et la RED, on utilise les membranes Nafion, etc., qui existent. Et ça, ces membranes-là, si vous vous souvenez, on a déjà discuté, c'est des membranes qui ont des porosités subnanométriques, donc ils ne sont pas faites pour ça, en fait. Donc, alors, juste une remarque en passant, et je crois que c'est le moment de le faire, c'est que j'ai ce chiffre de 5 watts par mètre carré. Là. En fait, ce 5 watts par mètre carré, c'est vraiment un chiffre qui était, je pense, proposé par un cabinet de consultants dans les années 90, sur la base de combien coûte, c'est quoi le CAPEX et l'OPEX de ces technologies, et combien il faut à minima de watts pour que ça soit rentable commercialement. Et en fait, on voit bien que ce chiffre-là n'a aucun sens à l'heure actuelle parce que le monde a complètement changé depuis les années 90. Et ce qui était cher dans les années 90, ce qui n'était pas cher, c'était le pétrole, et devient de plus en plus problématique, et pour des raisons plus géopolitiques. Donc ce 5 watts par mètre carré, en fait, il a dans le fond aucun sens, et je n'ai jamais vu une justification très propre de ces 5 watts. Et juste pour vous montrer que c'est pas... qu'est-ce que ça voudrait dire c'est quoi déjà 5 watts par mètre carré? J'aurais pu mettre 2 watts, mais vous allez voir, peu importe. L'idée, c'est je vais comparer, par exemple, de l'éolien avec une énergie associée à du stack. En fait, si vous voulez produire 1 mégawatt, 1 mégawatt, c'est... alors, en éolien, il faut... là, j'ai pris des éoliennes de 1 mégawatt, ce qui est... voilà, on peut aller beaucoup plus... On peut aller jusqu'à 2 mégawatts, mais ce n'est pas pertinent. Pour le calcul ici. En tout cas, on a l'intermittence qui fait qu'elles sont utilisables seulement que 25% du temps, typiquement, la charge réelle est un quart. Donc il faut en gros, pour 1 mégawatt, il faut 4 mégawatts réels. En fait, si vous dites, OK, vous mettez 5 watts par mètre carré de membrane, combien de mètres carrés de membrane il vous faut? Vous multipliez,
Et vous allez trouver, en fait, la tête d'une usine osmotique, c'est ça, en fait, hein, c'est des tuyaux comme une usine de dessalement, ce qui a déjà été fait. Et vous mettez ça, en gros, ce 1 MW, vous pouvez le faire un stack sur 15 mètres x 15 mètres x 1 mètre. Parce qu'en termes de... On peut faire beaucoup de membranes sur des espaces très petits, en fait. Et si vous voulez 10 MW réels, ce qui est en gros la consommation de 20 000 foyers de 4 personnes, on va dire, il faut en gros l'équivalent de 40 éoliennes. Et ici, vous stackez ça sur 10 mètres, quoi. Enfin, donc ça fait écho à un point sur lequel insiste beaucoup McKay dans le bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Un chiffre important, c'est la densité d'énergie au sol. La densité de l'éolien au sol est très faible. On peut produire de façon pertinente 2,5 watts par mètre carré au sol, parce que les éoliennes doivent être très éloignées les unes des autres. C'est typiquement, si vous avez une éolienne d'une hauteur de 100 mètres, vous allez devoir mettre 500 mètres entre les deux, parce que sinon elles interfèrent. Donc vous ne pouvez pas récupérer la puissance. Et donc cette question d'énergie au sol, c'est en gros quel est l'impact sur la société, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il faut couvrir l'équivalent à la surface de la Corse d'éoliennes pour pouvoir produire telle énergie. Et donc, voilà, ça, c'est une énergie qui est extrêmement dense, et donc, en fait, déjà 5 watts par mètre carré, vous voyez, c'est pas du tout anodin, en fait. Donc tout ça pour dire que ce 5 watts par mètre carré, finalement, de mon point de vue, il n'a pas grand sens, et la vraie question, c'est ce qu'on appelle le LCOE, Levelized Cost of Energy. Et c'est combien coûte l'énergie, combien coûte en euros un mégawattheure ou un kilowattheure. Et ça, en fait, finalement, dans ces technologies-là, le fait qu'elles ne soient pas assez puissantes, ça fait que vous avez besoin de beaucoup de surface. Et si vous avez besoin de beaucoup de surface, vous avez besoin de beaucoup de membranes polymères. Or, une membrane polymère, c'est cher. Et typiquement, alors, je n'ai pas trouvé les coûts à Ashkelon, mais Ashkelon, par exemple, c'est 40 000 membranes, d'éléments de membrane, à peu près 1 million de mètres carrés, et je pense qu'un élément de membrane, alors c'est pas très clair, j'ai du mal à trouver le tarif sur Internet, c'est typiquement $400. Donc tout de suite, ça fait des coûts quand même assez gigantesques de membrane. Donc en fait, il faut garder ça en tête, que ce qui pénalise beaucoup ces technologies, finalement, ce n'est pas complètement la science, c'est plus la partie financière. Alors, à ce stade, la question du cours, c'était qu'est-ce que peut justement la nanofluidique. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui a commencé à émerger. Et il y a un certain nombre de revues que vous pouvez trouver, enfin, il y a de plus en plus de revues. Il y a une émergence notamment, énormément de groupes en Chine qui travaillent sur ces sujets-là. Et donc nos concurrents principaux, c'est les Chinois et un peu les Américains, mais surtout les Chinois. Et donc, le premier point, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer dans les cours précédents, c'est qu'il y a quand même cette sorte de révolution des nouveaux nanomatériaux et qu'on peut peut-être en profiter pour aller reprendre ces questions en disant que finalement, la membrane, c'est le cœur, et que pour l'instant, c'est la partie qui a été absolument pas optimisée. Essayons d'optimiser la membrane en utilisant les dernières avancées. C'est un petit peu l'objectif. Et alors là, je vous remontrais tout à l'heure une série d'articles, mais notamment dans les groupes chinois, ils sont extrêmement actifs, ils essayent tout ce qui passe. Ça va de la soie, ce qui est normal en Chine, sur d'autres matériaux, etc. Alors, je vais revenir un peu sur les fondamentaux, en fait. Et les fondamentaux, c'est ce qu'on a déjà discuté dans les cours précédents. Et c'est dire, vraiment, je prends une membrane, et qu'est-ce que je peux attendre comme transport. Tout à l'heure, je vous ai fait un calcul à la main, comme ça, à la louche. Mais normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment dans une membrane, il y a des porosités, et il faudrait regarder les couplages qui sont assez subtils, comme je vous ai montré, des densités ioniques, couplées avec les champs électriques, avec le fait qu'il y a des charges de surface. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai décrit dans les précédentes. Mais à la fin des fins, on arrive dans une approche de transport linéaire, c'est dire que à travers cette membrane, je mets une différence de voltage, je mets une différence de concentration en sel ou une différence de pression, et j'ai un certain courant, un certain flux de soluté, éventuellement un flux d'eau.
Et là, j'ai une très grosse matrice, comme je vous l'ai déjà montré, en fonction de, justement, ces différentes quantités. Alors, le delta C, on préfère le potentiel chimique, kT log de C. Et donc, la question, c'est d'aller estimer un petit peu ces choses-là. Si vous, donc là, pour simplifier, j'oublie le dernier, là, la pression, je prends les deux autres. Donc, vous avez ici I versus delta V, c'est la conductance, ce que des fois j'appelle G. Là, le flux de soluté en fonction de la différence de concentration, c'est en gros, c'est coefficient de diffusion avec des préfacteurs, c'est pour ça que j'ai marqué MUF. Et là, ce qui m'intéresse, en fait, pour l'énergie osmotique, c'est les termes non diagonaux. Parce que ce qu'on est en train de discuter, c'est le courant ionique, donc ça c'est courant électrique, induit par une différence de concentration. Donc c'est ce terme-là. Et donc pour ça, on peut reprendre pour faire rapidement une estimation de ce qu'on attend. Le fait, par exemple, si je mets des concentrations différentes ici, alors ici j'ai appelé ça ρ1, ρ2, et j'ai un gradient que j'ai appelé ici ρout, qui est ρ2 moins ρ1 sur l'épaisseur de la membrane. Le point clé, c'est que si, par exemple, vous avez une membrane chargée, vous avez un certain potentiel de Donan, ce qu'on a déjà discuté dans les cours précédents, et ce potentiel de Donan fait que, juste ici, à la surface, par exemple, si la charge est négative, j'ai plus d'ions positifs, le ρ+ va faire ça, et puis après, hop, c'est annulé comme ça, et le ρ- va être un peu éliminé, donc j'ai des profils de densité de ce type-là. Alors, avec Donan, on avait calculé, en fait, le Donan, vous vous souvenez, c'était de dire que le potentiel chimique des ions plus et des ions moins, c'était le potentiel chimique à l'extérieur, pour la concentration à l'extérieur. Donc en fait, on fait ça de part et d'autre, ici, là et ici, là. Mais grosso modo, ce qu'on va avoir, et ça, une nouvelle fois, c'est ce qu'on a montré précédemment, ça s'écrit simplement en fonction ce que je vous ai introduit précédemment, ce qui est ce nombre de Dukine, qui est la charge normalisée, charge de surface normalisée par la concentration. Et donc en fait, une fois qu'on sait ça, il suffit de calculer les flux dans une version pas trop compliquée. Ça va être par exemple le courant électrique, je vais me concentrer sur le courant électrique, ça va être le flux plus moins le flux moins, donc ce que j'ai déjà dit précédemment. Et ça, le flux plus, ça va être le gradient entre lui et lui. Donc ça va faire... C'est cette histoire-là. Donc ça va faire C plus in... je vais faire un gradient C plus in moins un gradient de C moins in. Or, lui, c'est ce préfacteur fois, donc, racine de 1 plus du au carré plus du, fois la concentration extérieure. Et lui, c'est la même chose, mais avec l'autre coefficient. Donc, racine de 1 plus du au carré moins du fois le C out. Et donc, on voit qu'à la fin, le gradient, c'est toujours le même moteur, c'est le gradient du C out. Et la mobilité, c'est la différence de ça avec ça. Donc, on trouve que c'est le nombre de Dukine avec un préfacteur qui est la mobilité du courant versus le gradient de concentration. Or, ça, c'est sigma sur H fois C out. Et donc, ce qu'on voit tout de suite, alors après, vous pouvez même calculer les autres comme ça prendrait 2 minutes de le faire. Vous pouvez calculer tous les coefficients de transport de la matrice, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est ce μk, c'est dire que le courant ionique, c'est une certaine mobilité à l'intérieur, fois la charge de surface sur le confinement, fois le grade de kT log de la concentration. Donc ça, là, on commence à voir que
indépendamment de ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est essentiel, c'est la charge de surface. Et donc ça, c'est ce qu'on va garder en tête. Alors, il se trouve qu'en fait, là, je fais comme si on a fait une théorie, on l'a vérifiée, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences qu'on ne comprenait pas et il a fallu faire la théorie derrière, quoi. Mais bon, voilà, c'est un cours. Donc, en fait, les expériences, c'est celles qu'on a réalisées avec Alessandro, Anne Lorbiance et d'autres, et il y a une dizaine d'années à Lyon. Et en fait, c'était l'époque où, justement, où je vous ai déjà montré ce film-là, c'était l'idée d'aller regarder le transport dans un nanotube individuel. Et c'était ça l'objectif. Et on avait fait ces manips, donc ça c'est vraiment ce que Alessandro a pu réaliser, de faire de l'insertion dans le nanotube et faire un système où on s'est collé des nanotubes à l'intérieur. Donc ça c'était vraiment pour montrer que ces expériences-là, c'était vraiment des expériences dont le seul objectif était de mesurer le transport au travers d'un nanotube. Il se trouve que ces expériences, les premières qu'on a pu faire, c'était avec des nanotubes de bore azote. Et ce n'était pas du tout avec des nanotubes de carbone. Je vous ai beaucoup parlé de carbone, mais c'était le bore azote qui était le... Alors, le bore azote, c'est BN, et dans Mendeleïev, c'est les voisins du carbone. Donc, on comprend que, en fait, n'importe quelle structure qu'on peut faire avec du carbone, on peut, a priori, la refaire avec du BN, puisqu'il y en a un qui a un électron de plus, un électron de moins, et on les partage. Et, sauf que le BN, c'est un matériau isolant, contrairement au carbone. Et en fait, il était très peu étudié, et c'est un matériau un petit peu magique. Et le fait qu'on ait réussi à avoir des nanotubes de BN, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure là, c'était quand même un coup de chance en fait, parce que il se trouve que notre voisin avait fabriqué ça, c'était Michael Bechelani avec Philippe Miel, avait fabriqué ça un petit peu avant, et je crois que c'est la manip où ils ont réussi à fabriquer des nanotubes de BN, et le four a explosé, c'est la dernière fois qu'ils en ont fabriqué, en tout cas. Et donc, coup de bol, on a pu les récupérer. En tout cas, le point clé, les premières manips qu'on avait faites avec Alessandro, notamment, c'était que la conductance en fonction de la concentration, on observait ce comportement que je vous ai décrit là. Et ça, ce comportement, c'était vraiment la démonstration que ce système-là avait une charge de surface extrêmement importante. Et donc là, la charge de surface, ici, alors, ça allait jusqu'à 1 coulomb par mètre carré, sachant que le verre, c'est plutôt 10-20 millicoulombs par mètre carré. C'est une valeur absolument considérable, en fait. Et quasiment un record du monde, en fait. Et d'ailleurs, ça n'avait jamais été mesuré avant. En fait. Et donc, par exemple, là, je montre, pour le carbone, vous vous souvenez, on a discuté même de ces résultats-là, où pour le carbone, il n'y a pas ces plateaux-là, c'est que la charge est bien inférieure, et en fait, la charge a une loi d'échelle en fonction de la concentration en sel, qui est montrée ici. Mais en tout cas, le BN, finalement, et vous allez voir, c'est un des miracles en fait, de ces expériences, c'est non seulement on a pu faire ces premières manips avec ces nanotubes, et en plus, il se trouve qu'ils avaient cette particularité à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Alors, il se trouve que, en fait, une des mesures qu'on a faites, un petit peu, enfin pas complètement par hasard, mais avec Alessandro, c'était de mesurer le courant induit par une différence de salinité. Et donc en fait, ce que vous voyez là, c'est que le courant est proportionnel au grade du log de la concentration. Ça, c'est la concentration en log, vous voyez, et c'est linéaire en la différence de ce log de C. Donc ça valide complètement ce que je vous ai dit là. Et en fait, un autre point, c'est que là, dans ce système-là, il y avait des courants ioniques de l'ordre du nanoampère. Alors, ça veut pas, c'est difficile à dire, est-ce que c'est grand, c'est petit. Il se trouve que si vous mettez une différence de pression de 1 bar dans ces nanotubes, vous mesurez typiquement du picoampère, c'est-à-dire 1000 fois moins. Donc en fait, le fait d'avoir mesuré du nanoampère, c'était une valeur considérable à l'époque. Donc en fait, la vraie surprise de ces expériences, c'est pourquoi on mesure quelque chose. Parce que ces nanotubes, ils étaient très gros. Ici, notamment celui que je vous montre là, c'était un nanotube de 40 nanomètres de rayon, donc 80 nanomètres. Et à cette échelle-là, pour les ions, c'est l'infini. Et donc, normalement, si je reprends tous les raisonnements que je vous ai donnés auparavant
pour la PRO ou la RAID, la PRO ou la RAID, on considère vraiment, on fait en sorte que la mesh, c'est-à-dire le network, laisse passer l'eau, mais ne laisse pas passer le sel hydraté. Donc c'est-à-dire que cette barrière ici, c'est 7 angstrom, alors qu'ici, on avait 80 nanomètres. Et donc vous voyez, il y a 2 ordres de grandeur en termes de taille, et donc normalement, on ne peut pas s'attendre à un phénomène osmotique ici. Et en fait, le point qui est, ce que maintenant on l'a discuté il y a 2 cours de ça, l'origine de ça, c'est un phénomène diffusio-osmotique, ce n'est pas un phénomène osmotique classique. La diffusio-osmose, donc ce qu'on a déjà vu il y a 2 cours, mais en quelques mots ici, c'est le fait que... alors il se trouve, le coup de chance, c'est que j'avais étudié ça avec Armand Ajdari quelques années avant, donc c'est pour ça que ça s'est trouvé assez naturellement quand on l'a vu, mais c'était un coup de bol aussi. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut faire de l'osmose, et ça c'est ce qu'on a vu dans le cours 6, on peut faire de l'osmose sans membrane en utilisant les forces d'interaction perpendiculaires. Et en gros, ce que je vous ai montré la dernière fois, c'est que, en gros, ici, les ions sont attirés par la surface. Si j'ai plus d'ions ici que ici, par exemple, si j'ai une charge de surface, ils sont plus attirés ici que là, ça va créer un gradient de pression à travers, ici, dans le fluide, qui va driver, qui va conduire le fluide. Et donc, à la fin, on va avoir une vitesse du fluide, une vitesse de l'eau. Et typiquement, pour... ça, c'est un phénomène à l'échelle nanométrique, mais finalement, si j'utilise l'équation de Stokes pour la décrire, et je vous l'ai fait un peu plus en détail il y a 2 cours, en gros, la vitesse de l'eau et la portée des interactions ici, c'est la longueur de Debye. Et le gradient de pression ici, en fait, de la même façon que je vous ai montré que la force typique, c'était la pression osmotique qui agit sur une membrane, ici, on va avoir kT fois le grade de C, c'est-à-dire ça, c'est le gradient de la pression osmotique. Mais cette pression osmotique ici, elle n'agit que dans la double couche et pas du tout au-delà. Maintenant, la longueur de Debye, longueur de Debye au carré, donc pardon, ici, ça c'est au carré. Longueur de Debye au carré, c'est en concentration, enfin, ça serait l'inverse, l'en-2, c'est en concentration du sel. Et donc, la vitesse du fluide ici, je vais noter en fait, c'est 8pi fois la longueur de Biroum fois la concentration en sel. La longueur de Biroum, c'est E2 sur 4pi epsilon kT, c'est 7 angstrom. Donc ça, je vais avoir kT sur eta fois lambda au carré, donc 1 sur 8pi lb cs, grade de cs. Et donc cette eau, on induit une vitesse de l'eau qui est en kT sur eta lb, c'est en gros, c'est un coefficient de diffusion moléculaire, ça c'est typiquement de l'ordre de 10-9 mètres carrés par seconde, fois le grade de log de C. Donc on retrouve le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, dire que si j'induis un gradient de concentration, il y a un flux, enfin, quel que soit. Maintenant, le courant électrique dans ce système-là, la façon la plus simple de dire, c'est si j'ai une charge de surface et si j'ai un flux d'eau ici à l'intérieur, en gros, je vais emmener toute cette charge de surface. Donc, c'est le courant électrique, c'est le nombre, c'est le périmètre fois H fois kT sur eta lb. J'oublie tous les préfacteurs, grade de log de C. Et voilà, donc ça c'est la prédiction d'un courant diffusio-osmotique, même si vous n'avez pas, de membrane en fait. Donc ça explique pourquoi, même si on n'a pas ces porosités subnanométriques, on a quand même un courant ionique dans ces nanotubes de BN. Alors en fait, là je vous dis que ça c'est, en gros vous avez vu un argument très simple donne sigma. Si vous faites le calcul complexe, je ne vais surtout pas refaire, ce qui est intéressant c'est que, en fait, cette mobilité, là, ça c'est ce que j'avais appelé le MUK tout à l'heure. Cette mobilité, elle est effectivement en sigma
linéaire en charge si sigma est grand. Donc grand, il faut comparer les longueurs, il y a Wee-Chapman, etc. Enfin, je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Mais cette mobilité est en sigma cube si sigma est petit. Ça veut dire que la mobilité en fonction de la charge de ce courant, elle est très plate, puis après elle explose et elle devient linéaire en sigma. Et ça c'est intéressant parce que, en gros, vous prenez n'importe quel matériau qui n'est pas du BN, qui a une charge faible, genre quelques millicoulombs par mètre carré, vous allez être dans ce régime-là, vous n'allez rien mesurer. Donc en fait, le coup de bol, ici, on a mesuré quelque chose parce que notre matériau, il est déjà très très chargé, en fait. Et donc ça, ça vous dit tout de suite que effectivement, c'est un point important. Donc ça, par exemple, dans les expériences avec Alessandro, c'est ce qu'on avait mesuré. On peut même vérifier quantitativement que ça marche. Et ça, c'est l'énorme avantage de ces expériences au nanotube unique, c'est que vous pouvez tout vérifier pas à pas, parce que vous connaissez tout, en fait. Donc diffusio-osmose et énergie bleue. Donc, pourquoi énergie bleue? Parce que, évidemment, si vous créez un courant en présence d'un gradient salin, vous avez un générateur. Donc, ce nanotube, il a un courant diffusio-osmotique en parallèle avec sa résistance de nanotube. Et par exemple, si vous mettez ça avec une résistance extérieure, ce que j'appelle air load, eh bien, voilà, vous avez un circuit électrique, vous pouvez calculer la puissance, et c'est là où il y a ce fameux 1/4 qui sort. C'est vraiment de la loi de Kirchhoff degré 0. Très facilement, vous pouvez montrer que cette puissance, en fonction de la résistance extérieure que vous mettez, elle a un maximum lorsque la résistance vaut de l'ordre de la résistance intérieure. Et ce maximum, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est-à-dire delta OCV au carré sur la résistance de membrane, et il y a ce facteur 4. Donc, quand vous mettez ça, vous avez ici des puissances qui sont gigantesques en fait, pour ce nanotube. C'est l'ordre de centaines et de milliers de watts par mètre carré. Si vous dites, OK, je peux faire une membrane avec 10 puissance 12, 10 puissance 13 nanotubes par centimètre carré, ce qui est des valeurs qui sont atteignables, qui avaient été atteintes pour des membranes de BN. Et donc ça, c'est des puissances gigantesques, évidemment, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, oui, c'est plutôt de l'ordre du watt, en fait, comme ça. Mais en fait, donc c'est là où il faut prendre un petit peu de recul et se dire, mais c'est quoi les vraies leçons de ces expériences? Donc les vraies leçons, c'est que, pour moi, ce n'est pas tant la puissance qui compte. La puissance est gigantesque, mais on sait qu'on ne va pas avoir 1000 watts par mètre carré, qu'on va faire ça à l'échelle de 1 mètre carré, parce qu'il y aura plein d'autres facteurs, comme les résistances que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, ce qui est le vrai, entre guillemets, miracle de ces expériences, c'est que, on a mesuré quelque chose, et comme je vous disais, ça c'était inattendu, et en plus, ce quelque chose, on a pu comprendre en détail pourquoi on mesurait quelque chose, et en fait, c'est assez, après, posteriori, c'est assez évident, oui, c'est parce que c'est un phénomène de diffusio-osmose, qui est ce phénomène d'osmose sans membrane à la surface. Le deuxième miracle de ces expériences, c'est qu'on a eu quand même ce coup de chance incroyable que le seul matériau qu'on a pu tester, il avait une charge gigantesque. Et parce que... Oups. Et donc ça, c'est ça qui va amener vers tout le travail, notamment de Switch, c'est-à-dire que ça nous dit qu'est-ce qu'il faudrait comme membrane pour faire le scale-up. À la fin, ce n'est pas la peine d'aller chercher des membranes ultra compliquées avec des... Enfin, les membranes restent compliquées, mais en tout cas d'avoir des membranes avec des porosités ultra petites. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on dope au maximum la charge de surface. Et peu importe la... Donc ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, le point maintenant, c'est une fois qu'on sait ce qu'il faut chercher, on peut aller commencer à le chercher, faire du screening, du criblage. Donc, sur les nanomatériaux, je vous ai montré le BN ici. 2 ans après, 3 ans après, il y a notre collègue Alexandra Ranelovic de PFL qui a utilisé les nanopores de MOS2. Je vous avais montré ces nanopores de MOS2. Et là, les puissances sont délirantes, c'est plutôt le mégawatt par mètre carré. Et ça, on le comprend en fait, parce que ce qu'on est en train de jouer, c'est sur le gradient en fait. Le gradient, c'est sur l'épaisseur moléculaire du MOS2, donc forcément, on va multiplier par le rapport entre une taille de membrane qui est des microns à quelques angstroms, on va dire. Alors, dans le screening, et ça, c'est vraiment un travail qu'on avait fait directement avec Bruno Mottet, donc c'est là où
Switch commençait à se mettre en route, c'était de trouver des matériaux qui présentaient ces mêmes spécificités. Le premier matériau qu'on avait exploré, notamment, c'était une suggestion notamment de Bruno, c'était le TiO2, en fait. TiO2, c'est un matériau extrêmement intéressant. Il est très courant, il est très utilisé par multiples industriels. Par exemple, Saint-Gobain en met sur ses vitres parce que c'est un matériau biocide. Et en fait, la façon dont on a abordé ça, c'est de se dire, finalement, ces mesures nanofluidiques, elles sont intéressantes parce qu'elles permettent de tout contrôler. Donc on peut tout mesurer, on va savoir tout de suite si ça peut fonctionner ou pas. Est-ce qu'il y a une charge, est-ce qu'il n'y a pas de charge, etc. Donc, première mesure, sur un nanopore, donc on fait un nanopore, on le recouvre comme il faut de TiO2, on mesure déjà les conductances, parce que ça nous renseigne est-ce qu'il y a une charge ou pas. Alors il se trouve que cette charge, de façon amusante, pour le TiO2, c'est comme pour le carbone, c'est concentration puissance 1 tiers, plus ou moins. Donc on retrouve un peu les mêmes spécificités. Mais en tout cas, il y a des très grosses charges sur le TiO2, qui montent jusqu'à des fractions de Coulomb. C'est moins bien que le BN, mais c'est quand même énorme. Et l'avantage du TiO2, c'est qu'on peut le faire à très grande échelle. Et notamment, par exemple, pour le photovoltaïque, il y a des dépôts de TiO2 sur des surfaces absolument gigantesques. Donc l'étape n plus 1,5, on va dire, du scale-up, c'est se dire, finalement, en regardant pour plein de pores au lieu d'un pore. Donc ça, c'est ce qu'on avait regardé à l'époque. Et finalement, pour plein de pores, on regardait encore 10 puissance 4 watts par mètre carré. C'était des puissances absolument gigantesques, en fait. Donc ça veut dire que ce matériau-là, voilà, c'est un très bon candidat. Un autre matériau, finalement, sur lequel on est tombé dans le labo, et je vous en ai déjà parlé, c'est le carbone activé. Et je vous ai montré ces expériences dans les systèmes bidimensionnels, donc dans les premiers cours, parce que c'est ça qui nous a donné les memory stores, etc. Enfin, donc c'est des matériaux assez vraiment riches. Mais je vous avais mentionné, je crois, au passage, que dans le carbone activé, c'était, si vous vous souvenez, c'était du carbone qu'on préparait en faisant une gravure sous faisceau d'électrons ou par RIE, enfin Reactive Ion Etching. Et en fait, sur ces canaux de carbone activé, on mesure typiquement des ordres de grandeur de conductance et, vous vous souvenez, de potentiels états, c'est-à-dire de potentiels états, c'est la réponse électroosmotique. Et ces matériaux-là, c'est des effets géants, en fait. Et ça c'est extrêmement surprenant, mais on a pu le mesurer. Et surtout, on a pu le comprendre. C'est-à-dire, donc ça, par exemple, je vous montre ici, ça c'est sur du carbone pristine, mais ça c'est sur du carbone activé. On a, vous voyez, c'est en échelle log, on a des facteurs 10 000 en termes de conductance par rapport à ce qu'on aurait attendu. Pareil, potentiel zeta, vous avez des potentiels zeta jusqu'à 2 volts. Usuellement, c'est 20 millivolts, un potentiel zeta. Et donc, ça, pour modéliser tout ça, et je ne vais surtout pas le faire là, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment la conjonction de tout ce qu'on a discuté dans les cours précédents. Et on n'arrive toujours pas à comprendre complètement ces phénomènes-là. Mais si vous voulez comprendre, et ça, comprendre pour moi, c'est de tracer ces courbes-là, essayer de comprendre, mettre des ingrédients et voir ce que ça prédit. En fait, dans tout ça, il y a un petit peu de ce qu'on a discuté, c'est-à-dire des effets de glissement, des effets d'absorption ionique, des effets de transport de charge, alors justement un peu différentiel, c'est vraiment ce sur quoi on travaille actuellement. Il y a probablement des couplages avec les systèmes électroniques, c'est ce que regarde Baptiste en ce moment, enfin, etc., etc. Donc là, je vous passe le détail de ces grosses formules là, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais l'idée, c'est qu'on met là-dedans du glissement et des effets de surface, etc. Et avec ça, on arrive plus ou moins à prédire ce qu'il y a là-dedans. Donc ça vous montre en fait que, oui, effectivement, ce carbone activé, c'est un système qui est prometteur. En termes de transport osmotique, donc ça, c'est manip de Theo Emmerich, effectivement, il y avait des puissances gigantesques aussi avec ça. Mais ce qui est surtout amusant, c'est que ça, on peut le faire à grande échelle. Donc ça, c'est une photo de Mohamed ici. On ne voit pas sa tête, mais c'est bien lui. Et donc ça, c'est pas du carbone activé, c'est du carbone. Mais ça, du carbone, on peut en acheter des mètres carrés sans problème, en fait. Et donc ça, c'était pour une autre application, mais c'était pour vous montrer que là, on arrive typiquement sur le fait que, voilà, on voit qu'il y a une activation possible, il faudrait la faire à grande échelle. Et c'est possible de le faire à grande échelle. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une foison de nanomatériaux, et notamment du côté des collègues chinois. Alors, voilà, je ne vais pas du tout discuter ça, c'est parce que, c'est pour vous dire, voilà, ça fuse un peu dans tous les sens. Et
les collègues passent sur le bench des expériences un peu tout ce qui passe, et qu'il y a une concurrence internationale très forte, ce qui fait que, par exemple, on ne peut pas tout dire, en fait. Les petits secrets, forcément, on ne peut pas forcément les dire, parce que c'est trop concurrentiel, en fait. Et finalement, l'aboutissement de tout ça, c'est vraiment ce que la R&D de Switch a fait, c'est-à-dire, basé sur ces principes-là, c'était de trouver un matériau qui répond justement à tout ce cahier des charges. Et ça, c'est ce que je vous ai déjà montré à la leçon, mais c'est-à-dire que, basé sur cette idée qu'il faut, finalement, il faut trouver un matériau qui a une très forte charge de surface, la porosité, entre guillemets, on s'en fiche pas complètement, mais ce n'est pas le point clé. Ils ont abouti à ces types de membranes là, qui sont fabricables en roll-to-roll, en dizaines de mètres carrés, et qui sont surtout peu coûteux. Et c'est ça, une nouvelle fois, c'est ça le point clé sur lequel j'insiste. C'est-à-dire qu'on passe de membranes polymères qui coûtent une fortune pour créer des usines osmotiques à quelque chose qui va coûter 100 fois moins ici en termes de membranes. Alors, pour être un peu exhaustif, les autres briques, et il y a d'autres briques qui sont extrêmement importantes dans l'énergie osmotique, il y a les électrodes. Alors, les électrodes, et de façon plus générale, et ça c'est presque un appel aux collègues électrochimistes, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un énorme travail à faire sur les électrodes. Parce que, vous avez vu il y a quelques semaines, il y avait Patrice Simon ici, et il y a Jean-Marie Tarascon aussi au Collège de France qui travaille beaucoup sur les batteries. On a vu aussi les super kappa versus les batteries, est-ce qu'on délivre beaucoup de puissance versus beaucoup d'énergie. Ici, on est dans une gamme complètement différente. Et c'est-à-dire que les électrodes pour l'énergie osmotique, finalement, elles n'existent pas, en fait. Et pourquoi on a besoin d'électrodes, c'est que depuis tout à l'heure, ce que je vous montre, c'est du courant ionique. C'est-à-dire que je déplace des ions. Mais vous, ce que vous avez utilisé dans votre smartphone ou la lumière chez vous, c'est des électrons. Et donc, à un moment donné, il faut convertir des ions en électrons. Et convertir des ions en électrons, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous faites des réactions chimiques, donc c'est l'électrochimie, c'est le redox, et soit vous faites ce qu'on appelle des effets capacitifs, c'est-à-dire que vous faites des effets de polarisation que je vais décrire dans un instant. Et donc là, c'est vraiment un appel parce qu'il faudrait vraiment développer l'électrochimie de puissance qui n'existe pas vraiment et qui est absolument cruciale pour ces énergies-là. Alors, j'ai passé 5 minutes sur les électrodes de laboratoire, qui sont les électrodes AG-AGCL. Parce que ça, c'est l'électrode de base dans tous nos labos, dans toutes nos mesures. Et ça marche extrêmement bien, c'est propre, voilà, la belle électrode. Et donc, en fait, c'est des électrodes qui sont d'argent, et en général, on se débrouille pour les faire couvrir un peu de chlore. Et on utilise en fait la réaction redox, que AgCl plus un électron donne Cl- plus Ag. Donc en gros, il se passe des choses dans une membrane, ici, par exemple, il y a du Cl- qui se balade. Ce Cl- vient sur l'électrode se recombiner avec de l'argent pour donner de la GCl, donc une réaction redox, et libérer un électron. Cet électron se balade, il crée ici, il va faire tourner, il va allumer votre lampe, et après il continue ici, et il va se recombiner avec du AgCl pour donner un chlore. Et après, on continue une boucle comme ça. Donc, c'est le AgCl, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on pourrait se dire, c'est pas grave, on met des électrodes d'AgCl pour l'énergie osmotique. Alors, d'une part, on ne peut pas dépasser des densités de courant de l'ordre de la dizaine de milliampères par centimètre carré d'électrode. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi, parce qu'après, ça sature. Mais c'est très facile de se rendre compte que les ordres de grandeur n'y sont pas, parce que, évidemment, si vous allez devoir consommer si vous débitez. Et si vous avez du solide et vous devez créer un électron plus AgCl, par exemple, si vous déplacez des chlores, vous le recombinez avec l'argent pour faire du courant, vous allez consommer de l'argent. Et si vous dites, par exemple, j'ai pris des chiffres comme ça, 10 watts par mètre carré, ce qui est une puissance qui sera accessible, avec un OCV, donc l'open circuit voltage, de 200 millivolts. Donc ça fait un courant typiquement de 50 ampères par mètre carré. Donc déjà, ça vous dit qu'en fait, les puissances, ça peut être assez considérable. Mais c'est en dessous de la limite précédente, 5 milliampères par 6 mètres carrés. Mais après, 50 ampères, vous dites, OK, 50 ampères, c'est 50 fois divisé par la charge d'un électron. Ça, c'est le nombre d'électrons qui se baladent par seconde. Donc ça, c'est en nombre de moles d'argent qui vont être consommés.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que je crée un électron, je vais manger un atome d'argent correspondant. Et donc, voilà, vous faites la conversion, vous dites ça fait ça mol par seconde, et vous savez que la masse molaire de l'argent, c'est 107 grammes par mol. Vous déduisez qu'il y a 200 grammes d'argent consommés par heure par mètre carré de membrane. Et donc, 200 grammes, c'est beaucoup quand même. Et surtout que, voilà, c'est perdu, sauf si on le met en circuit inverse. Et donc, ce n'est pas soutenable et ni extensible aux échelles supérieures. Et ça, je trouve que c'est une leçon aussi intéressante, c'est quand vous lisez, il y a beaucoup de littérature sur l'énergie osmotique, et pour moi, ça répond à la question immédiate, scale-up ou pas scale-up. Parce que la plupart des articles, en fait, vous disent j'ai des super résultats avec des puissances comme nous, j'ai présenté précédemment, avec 10 puissance 5 watts par mètre carré, mais ils font ça avec des électrodes d'argent. Et souvent, par exemple, ici, ce papier-là, c'est caché dans les submats, il faut aller le chercher, qu'ils utilisent en fait des électrodes d'argent. Donc en fait, ça, c'est pas du scale-up. Donc en fait, ça permet d'avoir une catégorie d'articles qui disent il y en a qui font vraiment le scale-up, d'autres qui ne le font pas. Donc comment on fait en pratique Alors en pratique, donc il y a deux méthodes. Il y a la méthode de la cellule électrochimique. Donc ça, notamment, c'est ce qui a été fait à RedStack. C'est une méthode intéressante. Donc le stack, je vous ai montré tout à l'heure, c'est cette succession de membranes plus, moins, donc CEM, AEM, etc. Et à travers ces membranes, à chaque fois, j'ai un OCV, là, c'est de centaines de millivolts dans le meilleur des cas, et au fur et à mesure, je transporte mon courant. Et à la fin des fins, il faut convertir ça en électrons. Et la façon dont c'est fait, et notamment c'est toujours fait chez RedStack, c'est d'utiliser en fait un flow, un redox flow. Et donc ça, c'est une méthode assez intéressante où ce qu'on fait ici, c'est qu'on réduit et on oxyde du fer en fait dans deux formes différentes d'oxydation. D'un côté, on l'oxyde d'un côté et on le réduit de l'autre côté. Et en fait, il y a une boucle fermée de fluide qui tourne en permanence. Et donc comme ça, en fait, on convertit les ferrocyanide en ferricyanide, et ça, en fait, on a deux réactions redox, donc faradique, là, donc c'est cette réaction ici, là, comme ça, qui permet de générer l'électricité. Donc ça, par exemple, ça c'était vraiment tout le travail qui a été effectué par Verman, et par exemple, il y a un article en 2009, là, où il y a toute une série de produits redox, si ça vous intéresse, où ils ont exploré ça de façon exhaustive dans les prémices de RedStack, en fait. Et donc ça fonctionne, et ça, c'est scalable à grande échelle. Alors, il y a une alternative, c'est ce qu'on appelle la capacitive RED. Donc ça, l'idée, c'est que les électrodes, soit je fais une conversion électrochimique, soit j'utilise un effet capacitif. Un effet capacitif, c'est dire que, par exemple, si j'ai du Cl- qui arrive et j'ai une électrode ici, en fait, mon Cl- vient se coller ici, et s'il vient se coller ici, forcément, à l'échelle microscopique, en gros, ça va faire, naïvement, ça va faire partir des électrons. Et inversement, ici, si par exemple, vous avez du sodium qui vient se coller, ça va plutôt attirer des électrons, parce que la nature déteste, entre guillemets, le vide de charge. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une méthode capacitive. Vous venez charger des capacités ioniques. Et ces capacités ioniques, le souci que vous avez, c'est que ça marche très bien. Vous mettez par exemple du carbone, et le carbone, c'est une très bonne électrode capacitive. Donc vous chargez ce carbone, mais au bout d'un moment, il est chargé. Vous ne pouvez pas... vous avez mis des chlores partout, par exemple ici. Vous ne pouvez pas dépasser une certaine distance. Donc vous avez chargé la capacité totale. Et donc, dans ces méthodes capacitives RED, il faut, à un moment donné, inverser les flux. C'est-à-dire que vous chargez en mettant la gradient de sel dans un sens, puis au bout d'un moment, vous le déchargez en le mettant le gradient de sel dans l'autre sens. Donc ça, c'est ce qui avait été proposé, vous voyez, il y a déjà un petit bout de temps, toujours par les mêmes, Fermat, qui ont fait énormément de choses. Et donc, il faut faire des switches fluidiques. Et ils avaient montré, alors eux, ils atteignaient la puissance de l'ordre du watt par mètre carré.
Donc ça, c'est typiquement tout le travail de Nicolas Chapuis dans l'équipe, où allez regarder ça un peu plus précisément. Donc là, l'idée, c'est pas du tout d'aller regarder les membranes. Là, d'ailleurs, ce que je vais vous montrer un résultat, c'est une membrane commerciale standard. Mais c'est vraiment d'aller mieux comprendre ces chargements. Parce que, évidemment, dans ce modèle-là que je vous décris, toute la dynamique de chargement, elle est extrêmement subtile. Parce que les membranes, c'est des milieux poreux, avec une diffusion complexe à l'intérieur. Et donc, il faut optimiser toutes ces dynamiques. Et donc, voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que là, on est passé de l'échelle du nanotube individuel à des échelles qui commencent à... Voilà, Nicolas, il a des cuves d'eau salée dans le laboratoire. Et c'est des dizaines de litres et c'est plus des microlitres. Et c'est des systèmes, là, qui... Ça, typiquement, les systèmes de Nicolas, c'est des plaques à cette échelle-là. Voilà, ça, c'est une expérience typique où on fait des switches, on alterne comme ça. Et par exemple, ça, c'est une électrode. Et ça, c'est des choses qu'on nous a déjà montré un peu Patrice Simon. Donc, c'est pour faire aussi le lien avec justement toute cette électrochimie, en fait. C'est-à-dire que la réponse d'électrode, c'est jamais complètement simple, en fait. C'est ce qu'on appelle c'est un comportement ce qu'on appelle de type transmission line model, sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas le but là. Je veux surtout vous montrer qu'avec ça, on peut commencer à comprendre tout ce qu'on a compris sur les membranes. Maintenant, on peut faire la même chose sur les électrodes, assez en détail. Et par exemple, Nicolas, sur certains modèles de membranes, il a la puissance en fonction de la résistance extérieure. Donc là, il fait vraiment une expérience de vraie puissance. On n'est plus dans des puissances fictives. Sur des dizaines de centimètres carrés. Alors, c'est de membranes. On n'est plus à l'échelle de 1 nanotube. Et ici, par exemple, on a des puissances qui peuvent aller jusqu'à quasiment 3 watts, sachant qu'on a une puissance maximale atteinte pour ces systèmes de 4 watts. Ça, j'insiste, c'est les membranes commerciales, en fait. C'était juste... Là, on utilise une membrane commerciale, et ce qu'on veut optimiser, c'est les électrodes. Donc, je vous montre ça juste pour dire, voilà, c'est ça le travail qu'il faut faire maintenant, et ça, c'est vraiment les premières étapes du scale-up. Donc, pour finir... les conclusions, c'est que, vous voyez, il y a des nouveaux matériaux membranaires, il y a les électrodes sur lesquels il faut beaucoup travailler, il reste du travail à faire, mais il y a des solutions qui existent, notamment ces redox flow, ces capacitive red, même si ça induit des complexités d'échange, parce qu'il faut faire des switches de ce type-là. Mais de mon point de vue, si on sait faire à 20 cm², on sait faire le scale-up. C'est ça et le reste, entre guillemets, est de l'ingénierie. Ce qui veut pas, c'est surtout pas dénigrant dans ma bouche, c'est-à-dire que c'est vraiment la belle ingénierie, mais c'est l'ingénierie. Alors, je ne vais pas du tout parler, parce qu'en nanofluidique, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous pouvez multiplier les explorations. Et il y a énormément de choses si vous voulez booster ces phénomènes-là, vous pouvez aller chercher des effets assez subtils. Je vous ai parlé de diodes ioniques. Si vous mettez des diodes ioniques, c'est un truc qu'on avait regardé à un moment donné avec Alessandro et Marie-Laure dans une revue. On peut booster la réponse ionique en mettant des diodes. On peut, sur le couplage ionique-électronique, c'est aussi une façon de faire. Il y a aussi des gens qui ont utilisé des matériaux électroactifs, enfin photoactifs. Le TiO2 est un système qui est autocatalysant, qui serait intéressant de ce point de vue. Si on met de la lumière, il va augmenter ses propriétés de charge de surface. Et ce type de choses a été regardé, notamment par un groupe chinois. Et ça, c'est le groupe de Alexandra Radenovic. Donc ça, je vais pas en parler, mais c'est juste pour dire que vous pouvez multiplier à l'infini aussi les choses au niveau des petites échelles. Et juste pour finir, du point de vue scientifique, et à la fin, je passerai la main, là, je suis vraiment parti dans l'idée, on utilise les gradients salins, l'eau de mer, eau de rivière, parce qu'il y a cet énorme potentiel, énorme réservoir d'énergie qu'on n'utilise pas. Un autre énorme réservoir d'énergie qu'on n'utilise pas, c'est ce qu'on appelle les chaleurs fatales. Et les chaleurs fatales, c'est le fait que dans l'industrie, essentiellement, vous perdez tout en chaleur. Par exemple, ça, c'est le bilan énergétique de la France. Vous pouvez trouver ça dans un bilan la France. Ça, c'est en 2020, c'est au ministère de la Transition écologique. Il y a plein de documents comme ça. Si vous regardez, par exemple, pour les réacteurs nucléaires, un réacteur nucléaire d'1 gigawatt, en fait, il y a énormément d'énergie qui est perdue, en fait, ici. Et ça, c'est perdu sous forme de chaleur. Et ça, c'est le contrôle des réactions nucléaires. Et il y a ça, mais en fait, vous prenez n'importe quelle source, processus industriel, il y a énormément de chaleur qui est directement perdue. Et alors, c'est difficile de faire des estimations. Par exemple, là, j'ai pris un article parmi d'autres
Ils disent, voilà, typiquement, pour l'Europe, il y a 2500 TWh de pertes annuelles versus 13 000 TWh d'énergie primaire par an. Et donc ça vous montre que ces énergies-là sont extrêmement importantes en volume. Et le plus dur, en fait, c'est qu'on n'a pas de méthode pour récupérer l'énergie quand la température est en dessous de 100 degrés Celsius. Au-dessus de 250, c'est possible. Il y a des sites thermodynamiques qui marchent bien. En dessous, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'a fait justement Nicolas Chapuis avec Marc Pasquale, c'est d'utiliser, par exemple, des effets osmotiques, diffusion osmotique, mais en utilisant, par exemple, des liquides ioniques qui se séparent à haute température. En fait, c'est le liquide ionique, c'est un liquide qui, à basse température, il est homogène, comme ça. Si vous le chauffez, il va se séparer en deux phases. Et donc, si vous mettez en deux phases, à ce moment-là, si vous les mettez dans chacun des réservoirs, eh ben, vous mettez une membrane au milieu, vous allez récupérer un courant électrique. Et ça, c'est effectivement ce qu'ont mesuré Marc et Nicolas. C'est-à-dire, ça, c'est des courants diffusio-osmotiques, parce qu'une nouvelle fois, là, c'est des membranes de TiO2, mais c'est des courants diffusio-osmotiques. Ici, c'est par pore. Ensuite, ça, c'est sur des membranes. Pour montrer, voilà, on a des puissances qui vont jusqu'à 10 watts par mètre carré. Et rapidement, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que ça permet d'imaginer des cycles. Parce que là, on est en circuit fermé. Et donc, ce que vous faites, vous avez un liquide. Quand il arrive sur les sources de chaleur, il va se séparer naturellement. Et donc, pour ça, il va utiliser la chaleur produite, la chaleur fatale. On le sépare en deux phases. Et ces deux phases, on les recombine sur une membrane. Par exemple, nous, une membrane TiO2. Et on produit de l'électricité. Et on fait comme ça. Et ça, la puissance ici, ça va de... Vous voyez, alors ça dépend de la différence entre la température de séparation et la température... Là, on a mis la température ambiante, je crois. Mais vous voyez qu'à même sous les 100 degrés Celsius, c'est-à-dire ici, c'est typiquement 50 degrés, 60 degrés Celsius, il y a des puissances de l'ordre de 20 watts par mètre carré qui sont récupérables. Donc, ce n'est pas du tout anodin, en fait, ces choses-là. Donc ça c'est vraiment tout un domaine sur lequel il y aurait énormément de choses à faire. Donc, le bilan d'un peu tout ça, c'est que pour monter en puissance, il faut changer de vision sur les membranes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a réalisé Switch Energy. Il faut une très bonne ingénierie des électrodes, faire l'électrochimie de puissance, une ingénierie de cellules, et je pense que Bruno va en parler un peu. Et ça, c'est vraiment un programme. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas attendre d'un industriel de faire ce programme, parce que c'est beaucoup trop amont. Et les laboratoires, on est très mal équipés pour faire ça aussi. Et donc c'est là où, justement, cette aventure de Switch que va nous raconter Bruno est absolument essentielle, parce que ça fait cette courroie de transmission entre les deux. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà montré lors de la leçon inaugurale, c'est-à-dire entre l'article et le brevet et le pilote qui sera l'année prochaine. Voilà, il y a toute cette route que va nous raconter Bruno. Donc, juste pour finir, je pense, j'ai asséné un peu le message que, d'une part, l'énergie osmotique, ce n'est pas du tout une énergie anecdotique. Et donc ça, c'était le point clé, c'était qu'il faut directement taper sur les chiffres grands. Mais il faut aussi taper sur la mise à l'échelle, qu'il y a effectivement des perspectives offertes par la science, et que c'est un domaine émergent, avec une concurrence extrêmement forte. Et donc maintenant, il faut accélérer. Donc accélérer la science fondamentale, donc c'est une forme d'appel aux jeunes chercheurs, parce que vous voyez, c'est des domaines où il y a énormément de choses à faire du point de vue science fondamentale, et en même temps énormément de choses à faire du point de vue de l'ingénierie et du développement qui vont jusqu'à l'industrialisation. Il y a accélérer l'action politique, alors ça évidemment on n'est absolument pas maître, mais c'est un tour de force qu'a réalisé Switch, de faire en sorte que l'énergie osmotique, c'est-à-dire pas la technologie, là je vous parle de la source d'énergie, est inscrite maintenant dans la liste des énergies renouvelables en France, aussi à l'Europe, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ça c'est absolument crucial, parce que sans le tampon des politiques, les politiques ne comprennent pas forcément quel est l'intérêt de ça. Enfin, ils voient juste des technologies amont, mais sans ce tampon-là, on ne pourra rien faire. Et de mon point de vue, il faut accélérer encore, et ça c'est mon appel à dire que voilà, si vous ne voulez pas vous retrouver au banquet des conséquences, à un moment donné, il faut mettre les moyens, quoi. Et il y a eu ces aventures humaines extraordinaires et scientifiques qui sont le CERN, ITER, Virgo, LIGO, etc. Pourquoi on ne le ferait pas sur la transition environnementale? Et ça, c'est vraiment... je pense que
je crois que c'est une incompréhension totale des politiques par rapport aux enjeux de ce type-là. Voilà, et donc le séminaire qui va suivre, on va se prendre 10 minutes de pause. Et le séminaire qui va suivre, c'est Bruno Mottet, qui va nous parler d'énergie osmotique et qui justement va faire ce pendant, va nous montrer un peu le pendant entrepreneur de tout cet aspect-là. C'est-à-dire vraiment comment, vous voyez, nous, on n'est pas des entrepreneurs, on est des chercheurs dans les laboratoires, mais une nouvelle fois, on se soigne et on aime parler avec des entrepreneurs qui savent mettre en branle et aller jusqu'à l'industrialisation. Et je pense que c'est une aventure qui était vraiment intéressante à raconter. Donc c'est ce que va nous faire Bruno. Et il y a un workshop le 25 mai sur la nanofluidique. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.